Quel qu'il soit. Et ceux qui soutiennent la cause palestinienne ont une occasion rêvée. Pourquoi ? Il faut absolument dissocier la cause palestinienne du Hamas. Sinon, dans un siècle, on se rappellera que c'est les Palestiniens qui ont découpé des têtes d'enfants. Je tiens à te dire, mon cher frère Cyril, que on condamne totalement, quelle que soit la barbarie qu'il y a. D'accord ? Les tueries, les kidnappings. Ça, on le condamne fortement. Ce ne sont pas 5 millions de Français de confession musulmane qui soutiennent ça. En tout cas, moi, je vous le dis personnellement, parce que je ne suis pas un clergé, et je vais parler pour moi. Ce qu'on est en train de vivre, effectivement, est juste abominable. On peut soutenir bien évidemment les Palestiniens, mais que ce soit absolument pas le Hamas, parce que nous, on condamne les gens du Hamas. On peut aussi soutenir Israël sans forcément adhérer au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Que d'ailleurs, beaucoup d'amis à moi que j'ai en Israël sont totalement contre et qui veulent la paix. Les deux peuples veulent la paix. C'est ni le Hamas et ni l'extrême droite. On sait ce que l'histoire a donné avec la colonisation. Je pense qu'ici, il y a certains sémites ici. Peut-être que dans nos familles, on a eu des choses graves durant la guerre. En tout cas, moi, avec la colonisation, en tout cas, l'Algérie française. D'autres qui ont suivi l'Holocauste. J'ai des amis extrêmement avec qui je suis frère, dont certains que vous avez reçus ici. Je peux vous en citer, la famille Broman, la famille Madar, Bar, la famille Menachem, des gens avec qui j'ai grandi, avec qui on a fait du sport et tout ça. J'ai la chance, en tout cas, d'être là et que tu puisses me donner la parole contre ça. Moi, je suis peiné absolu. J'ai reçu, effectivement, tu soulignais tout à l'heure, les réseaux sociaux qui se sont totalement emparés de quelque chose où j'ai reçu, moi aussi, des menaces. Je te dis, moi, quand je vois sur les réseaux, mort aux Juifs, mort aux Arabes, là, en ce moment, là, sur les réseaux, c'est inadmissible, je vous le dis. Franchement, c'est inadmissible. On ne peut pas voir ça. Je ne pourrais même pas te dire ce qu'on m'a envoyé, parce que je pense qu'il y en a qui choperaient une otite ici, mais nous, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je vis dans le 20e, tu habitais au Lila. Dans le 20e, il y a 2 synagogues. Ces synagogues n'ont jamais été touchées parce que les gens du quartier dont moi je faisais partie, quand on allait prier le vendredi, parce qu'on avait le même chemin, vous priez le vendredi et nous aussi, on prie le vendredi. On connaissait les parents parce que ces parents-là nous ont gardés, ils nous ont vus grandir, ils ont vu nos parents aussi partir, on les a vus partir. Et je me refuse totalement à dire qu'aujourd'hui le combat c'est musulman à juif, mais bien au contraire, c'est un combat qu'on doit mener tous ensemble. Et que lorsqu'on a commencé cette émission le 4 septembre et qu'on avait, pardonnez-moi, et je fais le parallèle avec ça, j'en avais parlé à Valérie et à Géraldine. Quand on a commencé avec la Baya et compagnie, je ne sais pas si je vais tenir parce que moi, c'est les choses qui me prennent à cœur. Et je ne sais pas si je suis légitime dans cette émission à parler de ça. Donc, moi, je sais que dans ma famille, il y en a qui ont beaucoup souffert de la guerre. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui souffrent. Il va y avoir des dommages collatéraux parce qu'il y a des enfants qui vont tout perdre, des parents qui vont tout perdre. Ça commence. Ça dure depuis plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je n'ai pas la solution, personnellement, parce que je ne suis pas un spécialiste de ce terrain-là. On est là à regarder avec les réseaux sociaux et la télé. Et puis, la chance que j'ai eue, moi, en tout cas, dans mon enfance, d'avoir grandi avec cette France plurielle, je pense à David, Shlomo, Philippe, Jean-Yves, enfin, en tout cas toute cette France plurielle, on ne s'est jamais parlé de ça, jamais. On n'a jamais parlé de guerre, bien au contraire. Tu citais tout à l'heure que tu ne voulais pas que ton fils soit en guerre avec son ami Eddy. Ben moi, en 50 ans, on n'a jamais dérapé avec nos frères de Français de confession juive. Et j'ai vu une pièce de théâtre dimanche, on a débattu de ça. Bon, visiblement, c'est un peu raté. Mais je prie de tout cœur, en tout cas, pour qu'un jour, il y ait la paix et que chacun puisse vivre de sa religion ou de ce qu'il en soit. Je voulais juste mettre une petite bémol et ensuite, j'arrêterai mon frère Cyril. Dans la rêve partie, je pense qu'il y avait aussi des Arabes qui étaient là. Il y a aussi des Arabes qui sont médecins et qui bossent en Israël.
et qui ont peut-être aussi leur famille à Gaza et qui font aller-retour et que parfois, le fait que ça bombarde des deux côtés, ben, ils ne vont plus retrouver leur famille et compagnie. Alors il faut faire quoi? Moi, je n'ai pas voulu prendre parti tout de suite sur les réseaux sociaux parce que j'étais dans un moment de deuil. Je savais que ça allait prendre un élan que moi, je ne maîtrise pas, que vous, ici, vous ne maîtrisez pas, parce que nous, moi, je ne vis pas à Gaza, je ne vis pas en Israël, comme vous, mais effectivement, il y a aussi un lien qui nous rapproche de là-bas. Soit il y a de la famille, soit il y a le côté religieux, les deux. Voilà ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si c'est technique ce que j'ai dit, mais en tout cas... J'ai vu aussi, je parlais avec un pote tout à l'heure, et je lui disais, comment tu veux empêcher les personnes de confession juive de défendre Israël, et comment tu veux empêcher des personnes de confession musulmane de ne pas mettre le drapeau palestinien? Non mais c'est vrai, comment tu veux faire? Aujourd'hui, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux, je vous dis, qui font extrêmement peur. Il s'est passé un drame, c'est des attentats sans nom, qu'on ne peut pas nommer, qui sont, voilà, c'est comme le Bataclan. Voilà, c'est incroyable ce qui s'est passé. Si c'était arrivé en France, je vous dis, c'est quelque chose, voilà, qui n'est, je pense, jamais arrivé en France d'ailleurs, à l'époque du Bataclan où il y a eu ces attentats simultanés. Il faut d'abord condamner, et condamner quoi qu'il arrive quand il y a des victimes qui sont des civils, qui n'ont rien demandé. Quoi qu'il arrive, la première chose à faire, c'est condamner. Et condamner sans mais... Ou deux en même temps. Ouais. Mais... Pas de mer. Je vois beaucoup de gens là sur les réseaux qui me disent est-ce que tu vas parler de la France insoumise? Bien sûr que je vais en parler de la France insoumise. C'est normal. Parce que la France insoumise, ça a été les spécialistes du mais. Au départ, il n'y avait même pas de mais. Parce qu'au départ, la France insoumise n'a pas condamné ces horribles attentats. Alors je vois Manuel Bompard, un des membres de la France insoumise, je vais en parler dans un instant, qui s'est rétracté derrière, qui a fait un tweet où il dit qu'il voulait la paix. Et au départ, il a eu des tweets très compliqués, tout comme on va parler de Louis Boyard. Mais bon, Louis Boyard, je veux dire, c'est un écervelé. Donc, voilà, il a plus de moustache que de cerveau. Non mais c'est vrai, lui à la limite, bon, voilà. C'est un guignol, donc on va même, je sais même pas si on va parler de lui. Non. Mais Emmanuel Bompard, il dit, maintenant il veut la paix. Emmanuel Bompard, donc il dit à tout le monde, il faut faire la paix, il faut faire la paix, il faut faire la paix. Bien sûr qu'il faut faire la paix, tout le monde veut la paix. Ah oui. Mais déjà, il faut condamner les attentats qui ont été perpétrés, on est d'accord, Yann? Soit c'est de la crétinerie, ils ne connaissent pas l'histoire, Oui. et non plus la géographie, soit c'est de l'électoralisme de bas étage. Exactement. C'est l'un ou l'autre, peut-être un mélange. Je vais vous dire, Manuel Bompard, il n'arrive pas à arrêter 2 dealers dans les Bouches-du-Rhône, il va faire la paix dans le monde. Voilà. Bon. Écoutez, si on compte après lui, non mais c'est vrai, si on compte sur lui, je peux vous dire, on a le temps de voir des drames encore arriver. Donc, on va en parler dans un instant, et je vais vous reparler, je vous dis, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et on va se poser les 5 questions sur ce qui s'est passé, bien entendu. Et je vous le redis, parce que je vois beaucoup de gens là sur Twitter qui n'ont pas compris ce qu'on a dit, qui disent, ils font l'amalgame entre les musulmans et les terroristes. Bien au contraire. Enfin, c'est pas du tout ce qu'a dit Yann. Ah non. Yann, au contraire, j'ai dit l'inverse. Éviter ça, justement. Exactement. J'ai dit l'inverse. Il faut éviter ça. Oui. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, j'ai eu plein de potes, même du métier, qui m'ont dit on n'a pas envie de ça, Cyril. Voilà. Les juifs et pro-Netanyahou aussi, il faut éviter ça. On est. Il n'est que de ça. On est dans un truc aujourd'hui où il faut qu'on soit ensemble, rassemblés. Et il y a une entité cancéreuse qui s'appelle le Hamas qui empêche tout mouvement vers la paix depuis maintenant 1987. Voilà ce qu'il faut dire. Exactement. Ça, c'est la... Point. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe avec ce téléphone? Merci Michel. Alors, ce téléphone donc avait été, il l'avait perdu en participant aux recherches. Il était sur le toit d'une usine désaffectée. Le téléphone aurait glissé et serait parti dans un soupirail. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit. Oui. Alors, a priori, c'est pas complètement faux. Il l'avait bien perdu. Il n'était pas vraiment dans un soupirail puisqu'il était parti dans une gouttière. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on l'a retrouvé. C'est ça. Ou je vous l'explique maintenant. Maintenant. Alors, la date, je l'ai, c'est le vendredi 29 septembre à 16h30.
3 personnes arrivent, Tao, la maman de Tao et la maman de Lina. Ils ont rendez-vous avec le propriétaire de cette usine désaffectée qui a été refabriquée en logement, en garage et en une espèce d'entrepôt. Enfin voilà, c'est ça. Donc, ils étaient venus pour essayer de récupérer ce téléphone portable. C'est ça. Je précise que les gendarmes ne sont pas là au moment de cette opération. Bien sûr. Il monte sur le toit, il a une ficelle avec un aimant pour essayer de passer dans la gouttière afin de remonter son... comme à la pêche. Hein, Bien sûr, on essaye toujours, oui, c'est comme quand il est coincé, là, entre les deux sièges. Voilà. Oui. Il n'y parvient pas, enfin ça devient compliqué. Il y a une femme qui occupe un des bâtiments qui s'inquiète de voir ce manège compte tenu du bruit qu'a fait la disparition de Lina. Ah, bien sûr. Et elle appelle les gendarmes. D'accord. Les gendarmes arrivent un petit moment plus tard et là ils vont aider finalement Tao à récupérer son téléphone qui avait glissé sous une dalle de béton. Ils ont cassé cette partie de la dalle, ils ont récupéré le téléphone portable. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle pour l'enquête. Ça permettra peut-être d'ailleurs de le mettre... Exactement, de l'innocenté peut-être. Probablement de l'innocenté. En tout cas, jusqu'à présent, il n'avait pas menti. En réalité, le téléphone, à part le soupirail, bon, s'il a confondu la gouttière et le soupirail, mais en revanche... Là, ils vont examiner son téléphone, les enquêteurs. Alors, ils vont examiner son téléphone. On va avoir, et ça, c'est très important... Alors, je précise, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que je me suis sérieusement inspiré de l'enquête de ma consoeur Sixtine Lepère, du nouveau détective. Et sur place. Qui est sur place, qui, depuis 3 semaines, travaille sur place et a fait un travail absolument remarquable. Donc, pour en revenir à ce téléphone, quand il va être analysé par les services de gendarmerie, normalement, on devrait récupérer la fameuse vidéo que Lina lui aurait envoyée à 11h20, le jour de sa disparition, le 23 septembre. Et là, les enquêteurs espèrent récupérer cette vidéo parce que peut-être que derrière, on est à 2 minutes du moment où le téléphone se coupe. C'est ça. Donc, on peut imaginer que la personne avec laquelle elle est partie, la personne qui l'aurait enlevée, est dans le champ. Comme elle fait un selfie, la personne est derrière, a priori. Enfin, on peut l'imaginer. Il peut y avoir une voiture également, avec une plaque d'immatriculation, qui serait intéressant de remonter. Donc ça, c'est quand même un espoir que fondent les enquêteurs. C'est une belle avancée dans l'enquête, oui. Avec un petit bémol, c'est que si c'est passé par Snapchat, ça disparaît aussi vite. Enfin, dès qu'il a visionné la vidéo, c'est ça. Maintenant, quelquefois, enfin, il faut garder l'espoir que ce film que cette vidéo soit toujours dans son téléphone. Pour l'instant, Tao n'a pas menti. Pour l'instant, Tao n'a pas menti. S'il avait quelque chose à se reprocher, est-ce qu'il n'aurait pas essayé de retrouver lui-même son téléphone ou bien c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais en même temps, bon. Moi, je ne vous suis pas parce que le téléphone, et ça fait 1 semaine et demie qu'il l'a perdu. Ouais. Pourquoi le jour même, il n'a pas dit aux gendarmes, je l'ai perdu là, venez, on le cherche ensemble le lendemain. Pourquoi il attend 1 semaine et demie pour aller récupérer tout seul son téléphone et il se fait cramer par une nana qui a appelé les gendarmes. Il ne voulait pas le récupérer avec les gendarmes, le téléphone. Ou j'ai mal entendu. Non, il a raison, Raymond. Il s'est bien fait cramer par les gendarmes. Magellan, s'il te plaît, tu te calmes là. Moi, je suis là. C'est bon, largué. Honnêtement, je suis largué. Commissaire Magellan, là, c'est bon. Vous dites qu'il n'a rien fait. Non, mais il a. Voilà. Ça fait 10 jours qu'on a perdu le téléphone. Je peux rien répondre à ça, si ce n'est qu'il faut attendre que ce téléphone soit analysé. On verra ce qu'il y a dedans. On a perdu. Il s'est pas fait cramer par les gendarmes, en fait. Il s'est fait cramer par une voisine qui voulait aller le récupérer tout seul 10 jours après. Oui, mais officiellement, il n'a pas vraiment menti. Officiellement, il nous a dit je l'ai perdu. Moi, quand j'ai perdu quelque chose, je le retrouve pas. Non, mais l'attitude est bizarre. Mais après, il n'a pas varié dans ce qu'il a dit. Bon, vous, c'est vous, lui, c'est lui. Il a son mode de fonctionnement. Il a menacé un témoin qui est venu ici et a priori, c'est pas vraiment des menaces. Enfin, c'est sa façon de s'exprimer, sa façon de parler. Et si toute la France me dit c'est bizarre, t'as perdu ton téléphone, première chose que je fais, j'appelle les gendarmes, je dis venez, on va le chercher ensemble. Une fois je vais vous prouver que j'ai rien à me reprocher. Une fois de plus, c'est à l'appréciation de chacun. Moi, je suis peut-être débile. Vous n'êtes pas Tao. Il a peut-être peur, il est peut-être en panique pour une autre raison que je ne sais pas encore. Plus tu vas avoir peur, plus tu vas te foutre dans la merde. Écoutez, c'est l'appréciation de chacun. Oui, c'est moi. Vous mènerez votre petite enquête si vous voulez, mais pour l'instant, on a quand même un garçon c'est quoi, le nouveau détective. Voilà, donc je vous le dis, et ça c'est assez sérieux. Il y a des nouveaux éléments dans l'enquête à part ça.
Alors, il y a des nouveaux éléments qui sont à mon avis, moins importants que ce que je viens de vous dire. Ça concerne les temps de Breux. C'est-à-dire, on sait maintenant, grâce à une enquête donc, du nouveau détective, à peu près l'endroit précis, l'endroit exact où elle est prise en charge par le fameux véhicule. C'est quand même une information importante. C'est très important. Oui. C'est très important, mais je veux dire que ça ne fait pas avancer plus que ça. Mais ça fait partie des informations que j'étais venu vous raconter. Merci, donc les gendarmes poursuivent leur recherche et ont sondé cet étang. Et donc, c'est grâce à ça qu'il y a eu un certain nombre d'éléments nouveaux. Non, pas du tout. Les enquêtes, Jacques. Allez, s'il vous plaît. Non, attends, excuse-moi, le dernier élément nouveau, c'est le... S'il vous plaît, et les enquêteurs du dimanche. Laissez parler. Laissez parler. Je vais vous expliquer. Ah bah oui, parce qu'il y a des caméras de surveillance aussi. Vous ne pouvez pas comprendre, je n'ai pas encore raconté l'histoire. Ah vas-y, raconte. Donc, on sait maintenant où se trouvait Lina au moment où elle est prise en charge par sans doute son kidnappeur, grâce au gérant il y a un chalet, un immense chalet qui fait des réceptions. Or, ce samedi 23 au matin, le gérant était là depuis 8 heures le matin pour installer les tables, pour installer tout le lieu de fête. Et il connaît bien Lina et il l'aurait forcément vu passer. Or, il ne l'a pas vu passer. Il y a 3 pêcheurs un peu plus loin sur le fameux étang de Breux qui, eux aussi, connaissent Lina et qui ne l'ont pas vu passer. Et enfin, 3e élément, il y a une caméra de vidéosurveillance au niveau de ce chalet. Ça c'est important. Qui n'a pas filmé. Alors, notre journaliste, elle a fait une photo de l'angle de la caméra, ce que la caméra voit. Donc, elle a fait la photo à la place de la caméra. Et là, on voit le chemin, la piste cyclable. Et on sait maintenant que c'est à cet endroit précis qu'elle a été enlevée ou qu'elle a, en tout cas, disparu. C'est ça. Donc, alors, voilà. Maintenant, on ne sait pas si... Voilà, on sait que c'est à cet endroit. Oui, c'est la dernière trace qu'on ait eue d'elle, c'est ici. Voilà. Et après... Il y a une deuxième info. Oui. C'est quoi cette nouvelle maison inspectée, là? Alors, la maison inspectée, ça n'a rien donné. C'est... Ah, mais quand même. Pourquoi ils ont inspecté cette maison? La maison à Poutet, c'est ça, vous parlez. Exactement. De la maison à Poutet, Pourquoi parce que ils avaient repéré potentiellement toujours une voiture qui pouvait correspondre au signalement. Ils ont inspecté cette maison. La police scientifique est venue. Il y avait des enquêteurs avec les blouses blanches. Ils ont fait des prélèvements. Pour le moment, c'est assez proche du domicile, quelques kilomètres. 3 kilomètres. Voilà. Et ça n'a rien donné pour le moment. Oui, mais ça n'a rien donné, c'est ça. Mais c'était dans la foulée du fameux week-end où il y a eu la Clio, où il y a eu la perquisition de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, avec l'IRCGN, etc. Voilà. Quels sont les nouveaux éléments alors? Alors, le dernier élément, c'est le fameux Robert Dubois, qui est le témoin clé, entre guillemets, qui a affirmé avoir vu Lina passer dans une petite voiture grise ou bleue. Il pense que ça peut être une Clio. Et elle lui aurait fait coucou, ce qui veut... Ça, Robert. Alors, notre journaliste, elle l'a rencontré. Et on se posait la question, puisqu'à un moment, il cherchait une Clio bleue, que Tao une Clio grise. On se posait la question de savoir si, éventuellement, ce monsieur n'aurait pas, à cause de ses lunettes... notre bleu, gris... Sixtine Le Père... Oui, enfin, là, elle est gris clair, la voiture de Tao. Mais bon. Bleu, gris clair... Et en plus, lui, alors, il y a deux choses. Soit il se trompe de jour, ce qui n'est pas impossible... Ah ouais, merde. Parce qu'il a 72 ans, même s'il a toute sa tête. Lui, il dit qu'il ne regarde pas les infos, que ce matin-là, il s'en souvient bien parce qu'il avait fait une salade de betterave, qu'il est sorti fumer une cigarette. C'est quel jour il fait les salades de betterave? Non, mais s'il vous plaît, non, mais il s'en souvient parce qu'on sait souvent par rapport à ce qu'on a mangé qu'on se souvient du jour. Voilà. Moi, je sais que le vendredi, je mange du poisson. Voilà. Alors oui. Et donc, il sort fumer son petit cigare sur le pas de porte, et là, il voit une petite voiture grise ou bleue passer, et il reconnaît Lina dans le véhicule, elle lui fait coucou. Donc on pouvait se poser la question de ses lunettes. Donc notre journaliste, elle a rencontré ce monsieur. Ses lunettes, si elles étaient... Elle a essayé ses lunettes. Elle a fait un test ophtalmologique? Non, elle a essayé ses lunettes pour voir si ça déformait la couleur. D'accord, et alors? Complètement idiot. Bien sûr, voilà. Pas con. Et en fait, je l'ai eu au téléphone, elle me dit que non, ça ne déforme pas le... D'accord. Et ça allait dans le sens opposé de la gare? Ça partait vers Strasbourg, dans le sens opposé de la gare. D'accord. Alors ça, l'explication, c'est peut-être qu'elle voulait faire l'économie d'un billet de train et que si elle tombe sur quelqu'un qu'elle connaît qui lui propose de la déposer à Strasbourg, elle a 15 ans. Bien sûr. Et elle n'est pas, enfin, c'est pas une famille fortunée. Bien sûr. Bon.
Gilles, donc les derniers éléments. Oui, la grosse interrogation aussi, c'est l'état d'esprit de Lina. C'est pour ça aussi, je reviens au téléphone, que c'est important, parce qu'on parle d'une dispute d'amoureux quelques jours avant. On parle d'une Lina un peu perturbée. Sa mère, au contraire, dit qu'elle était solaire, rayonnante, etc. Donc, dans le téléphone, on va peut-être pouvoir voir si les échanges entre Tao et Lina recèlent, entre guillemets, des secrets. Voilà. Compagne, il est la star d'M6. C'est en plus quelqu'un qu'on aime beaucoup ici. Hein. On va pas se mentir. Il est venu nous voir très souvent, Stéphane. Et c'est d'ailleurs parce que c'est la star d'M6 que la chaîne avait programmé un documentaire à sa gloire ce soir. Seulement, ce soir, il y a aujourd'hui des personnes et des collectifs qui sont allés manifester devant M6 puisqu'ils voudraient que ce documentaire ne soit pas diffusé. Il y a de nouvelles informations qui sont tombées. Regardez déjà la manifestation devant M6. Plaza, agresseur, M6 complice. 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 Il y avait quoi? Il y avait une trentaine de personnes. Voilà. Donc, est-ce que 30 personnes comme ça peuvent influencer le choix d'M6 ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Donc, le documentaire va être diffusé. Le documentaire va être diffusé après une première émission de Stéphane Plaza d'ailleurs. Et ce qui est, en fait, c'est un appel d'Alice Coffin qui fait partie du mouvement écologiste qui a été fait il y a 2 jours pour que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes viennent manifester devant M6. Alors, justement, aujourd'hui, ça a un peu rebondi sur Stéphane Plaza. Qu'est-ce qui se passe? Alors, une enquête préliminaire a été ouverte aujourd'hui par le parquet de Paris. En fait, 2 des jeunes femmes qui accusaient Stéphane Plaza de violence, de harcèlement et d'agression ont écrit à la procureure de Paris et leur témoignage a été retenu. Donc, une enquête préliminaire est ouverte aujourd'hui pour violence contre Stéphane Plaza pour violence conjugale. Alors, est-ce que ça peut changer quelque chose, Gilles Verdez? Alors, à la soirée, non, mais on va dire que maintenant, bien sûr, les documentaires seront diffusés, mais maintenant, l'affaire prend une tournure judiciaire. Alors, ça ne préjuge absolument pas de l'issue, on est bien d'accord. Non seulement il est présumé innocent, mais le terme est même inapproprié, il n'est pas mis en cause encore. Mais néanmoins, vous savez que maintenant, quand des femmes écrivent à un procureur, il y a eu des consignes strictes qui ont été passées au parquet, on ouvre des enquêtes, et c'est très bien. Donc, il va y avoir une enquête pour savoir si ces témoignages pourrait aboutir à une procédure à l'encontre de Stéphane. Justement, la question que je pose aux téléspectateurs, tant qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de l'enquête, pourquoi M6 devrait déprogrammer Stéphane Plaza? Vous pensez qu'il devrait le déprogrammer ou pas? Moi, je trouve que c'est le fragiliser, lui. Moi, personnellement, je trouve que cette soirée, elle est malvenue. Voilà. Parce que pour lui, c'est compliqué, et pour les plaignantes, pour les fans, c'est compliqué aussi. Je trouve que le recherche appartement-maison, ça va. Mais ce documentaire sur lui, avec son père, etc., je trouve que c'est malvenu ce soir. Ça aurait été mieux pour moi de différer. On pourrait dire aussi, bravo M6, aussi de soutenir pour l'instant. Alors eux, ils soutiennent totalement. C'est leur animateur star. Ils ont une enquête. Moi, je trouve qu'ils sont nickel au niveau de la procédure. Je pense que si l'enquête mène derrière à des... si elle mène à rien, M6 il va continuer à travailler avec Stéphane Plaza. Si elle mène à quelque chose, il sera sûr qu'M6 Bien sûr. D'autant qu'ils ont diligenté une enquête interne aussi, M6. Hein. Donc il n'y a rien à dire sur M6. M6, donc là, ils font leur boulot. Ils disent pour l'instant, il reste à l'antenne. Il reste à l'antenne. Il n'est pas mis en cause officiellement. Donc... Qui est d'accord avec ce collectif qui pense que Stéphane Plaza ne devrait plus être à l'antenne? Est-ce qu'il y en a ici autour de la table ou pas du tout? Non. Yann, oui. Moi, je pense que c'est quand même extrêmement douteux de mettre en cause la parole de femmes qui ont témoigné. Alors, ils ne remettent pas en cause, puisqu'ils attendent la fin de l'enquête. Oui, mais dans ces cas-là... Non, mais par précaution d'une part et par respect pour toutes les femmes qui, le soir, regardent M6 alors qu'elles ont pris une raclée par leur mari ou leur conjoint, j'aurais été directeur d'M6, j'aurais évité de programmer un documentaire, comme l'a très bien dit Gilles, qui est susceptible de faire de Stéphane Plaza quelqu'un d'intéressant et de modèle. Si c'était une émission lambda, comme il faisait d'habitude, il n'y a pas de sujet. Mais une émission à la gloire de quelqu'un dont des femmes disent, et pourquoi est-ce qu'on ne les croirait pas qu'il les a frappés, sachant qu'il n'y a pas pire sur Terre que quelqu'un qui frappe une femme, on est bien d'accord là-dessus. C'est de la barbarie ménagère, mais c'est de la barbarie.
Donc, mais il y a une enquête qui a été diligentée par M6, ça ne suffit pas pour vous? Non, parce que d'abord, cette enquête interne, on n'en sait absolument rien. C'est facile de dire je lance une enquête interne. Facile. On peut en lancer une tous les jours. Par précaution et par respect, excusez-moi, par respect, je pense que le signal qu'aurait envoyé M6 aurait été plus doux, plus intelligent, plus respectueux envers les femmes, qui sont aussi des spectatrices d'M6, plutôt que de préserver les intérêts de M. Stéphane Plaza, qui passe bien après la cause. D'autant plus qu'il a incarné, lui, la cause des femmes battues il y a quelques temps, il y a 1 an ou 2. Donc tout ça est quand même assez malvenu et par précaution, j'aurais déprogrammé. Oui, Myriam. Non, mais surtout là où le bas blesse, c'est que quand même ce documentaire, c'est un peu comme vous le disiez, un hommage. C'est un documentaire émouvant où il va parler notamment du décès de sa mère. Enfin, ça va faire pleurer un peu dans les chaumières. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu malvenu en ce moment de le diffuser. Alors, oui. Il y a une histoire assez similaire, et je rejoins aussi Yann concernant les femmes. Bien évidemment que leurs voix sont extrêmement importantes et qu'il ne faut pas les mettre de côté. Il y a une histoire avec Gilbert Rozon, qui était effectivement juré de incroyable talent, et qui avait été accusé de viol et attentat à la pudeur, et il a été acquitté. Exactement. Et il avait dû quitter justement l'émission, et derrière, il a été... Gilbert, que ça ne préjuge en rien la culpabilité des gens, mais le message qu'on envoie aux femmes... Oui, mais il a raison, on dire. Ils auraient peut-être pu attendre la fin de l'enquête aussi pour Gilbert Rozon, et peut-être l'enlever après. C'est ça l'idée. Oui, moi je trouve que, puisqu'il y a une instruction qui est entamée... on verra les conclusions. Si l'instruction démontre qu'il y a effectivement eu des violences, eh ben, il va déjà morfler pendant un certain temps, jusqu'à la fin de sa vie, certainement, au niveau médiatique. Là, pour l'instant, c'est une période où on laisse la justice faire son travail. Et si M6 avait déprogrammé, ça aurait été sous-entendu, genre, on a des infos, donc on se démarque tout de suite. Mais un documentaire à sa gloire. Le problème, c'est que c'est un documentaire à sa gloire. Oui, c'est pas la même chose que l'émission lambda. Myriam, on va revenir sur les infos à 20h52. Pourquoi une enquête a été ouverte, en fait? Parce qu'en fait, il y a eu 3 témoignages, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans Mediapart, d'anciennes compagnes qu'il a rencontrées notamment sur les tournages de ses émissions, dont une qui a amené les preuves comme quoi elle avait été blessée au doigt, une autre qui a apporté des preuves comme quoi on l'avait menacée carrément de la tuer. Il y a eu plusieurs témoignages qui ont été... Il y a des gens qui disent, je vous le dis, qui dit oui, mais si à chaque fois qu'il y a un reportage dans Mediapart, on met les gens à l'écart, voilà, il est encore innocent à ce que je sache, alors on change rien pour l'instant, on attendra la fin de l'enquête. Voilà, je vous dis un petit peu les réactions. Mais entre diffuser l'émission Recherche appartement ou maison et diffuser l'intégralité de la soirée sur Stéphane Plaza, il y a quand même une sacrée différence. Là, il y a l'émission, très bien, elle est tournée, c'est l'émission d'M6. Après, c'est le documentaire avec son père qui est beaucoup plus intimiste, où ça peut effectivement gêner certaines personnes. C'est même de la provocation. On n'a pas envie de pleurer aux événements familiaux de Stéphane Plaza s'il y a un doute sur le fait qu'il frappe les femmes ou pas. C'est aussi simple que ça. Si c'était son émission habituelle, il n'y aurait même pas de débat, Cyril. Mais là, on veut nous faire larmoyer avec un documentaire à sa gloire, alors qu'il y a des femmes qui disent qu'elles ont été frappées. Est-ce qu'il y a une présomption d'innocence médiatique? Non, il n'y en a jamais. C'est ça, il n'y en a jamais de présomption médiatique. On ne fait pas ce documentaire. Non, je dis simplement qu'effectivement, c'est très violent le tribunal médiatique parce qu'il n'y a pas de présomption d'innocence. Les droits des accusés médiatiques sont bafoués. Et c'est pour ça que c'est très important de dire que Stéphane Plaza est présumé innocent. C'est ça. Simplement, comme on veut faire de cette soirée une sorte de soirée où il est mis en relief comme le héros d'une soirée, et quelqu'un qui va manifestement nous montrer ses fissures, ses faiblesses, et que manifestement il va y avoir des passages émouvants de ce que j'ai compris. On n'a pas envie d'être ému par quelqu'un dont on nous dit en ce moment qu'il frappe les femmes. Ça veut dire qu'il est présumé coupable. Non, je dis simplement... Moi, je vais vous dire, chacun, et vous allez dire qu'il dit une phrase bateau, mais je dis, moi, chacun voit midi à sa porte. Il faut arrêter un moment. S'il y a des artistes qui veulent réagir, ils le font. Moi, j'ai réagi, pourquoi? Si je veux vous dire, j'ai une émission en direct tous les jours, j'ai vu sur les réseaux, tout le monde a dit pourquoi Cyril Hanouna, je ne réagis pas. Moi, je vais vous dire, je n'avais pas envie juste de faire un post ou de faire un tweet, voilà, qui serait, j'aurais pas pu m'exprimer pleinement comme je l'ai fait dans cette émission. Donc forcément, moi, et je le dis, j'ai aucun mérite. Moi, j'étais obligé de réagir. J'ai une émission en direct tous les jours, je parle d'actualité. Si je ne réagis pas, on va dire, ce mec-là, il est fou. Et Hanouna, c'est un guignol. Voilà, donc forcément, je suis obligé de réagir. Après, Kylian Mbappé, je suis désolé, les gars. Moi, je vous dis la vérité. Kylian Mbappé, les autres artistes, moi, c'est des mecs, ils vont vous dire quoi? Ils vont dire, nous, on joue au foot,
On comprend pas tout. Quand il réagit sur les autres, il réagit pour tout, sauf pour ça. Non, mais il réagit pour Georges Floyd, il réagit pour les Ouïghours, il réagit pour la mort de Naël. C'est vrai que Kylian Mbappé, à la limite, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Ceux qui sont toujours silencieux, ils ont pas. Exactement, voilà. Mais ceux qui d'habitude prennent la parole pour tout et n'importe quoi, ça je suis assez d'accord. Parce qu'il a un double retourné ou parce que vous voulez parler de qui, de Marseille et Kylian Mbappé? Par exemple, oui. Il faut comprendre pourquoi ils ne réagissent pas. Mais parce que les gars, je vais vous dire, si c'est de la nitroglycérine, on va pas se mentir. Non mais je vous dis pour eux, mais moi je vous dis, moi les gars, je me fais l'avocat du diable. J'ai parlé à plein de monde. Tous les gars, ils me disent comment je fais, Cyril, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Il y a une telle haine sur les réseaux sociaux qu'ils se disent, si je mets un truc, je vais me faire défoncer. J'ai une idée, j'ai réfléchi à cela, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours. J'ai fait une vidéo où je demandais justement, mais vous êtes où? Ils sont où? Et j'ai une idée pour eux, c'est très simple. L'idée, on ne leur demande pas de prendre parti, on ne leur demande pas de dire vive Israël, on leur demande juste de dire, quelle que soit votre opinion, nous sommes tous contre le terrorisme. Vous n'allez pas me dire que cette phrase, ils ne sont pas capables de la dire. Terroristes qui touchent les Français, parce qu'il y a 10 Français qui sont morts et 18 qui sont toujours portés disparus. On ne sait pas s'ils sont en otage ou s'ils sont morts. Donc ça concerne la France. C'est là où il y a vraiment quelque chose. Non mais je vais vous dire, les mecs, c'est vrai qu'on leur demande pas grand-chose. C'est juste dire. Non mais après, moi je parle des mecs qui réagissent à tout. Je suis assez d'accord. Les mecs qui réagissent à tout, qui réagissent pas à ça. D'habitude jamais rien. Mais Kylian Mbappé, j'avais pas vu moi qui réagissait à tout. Moi je regarde jamais. Il a déjà réagi sur plein de choses. Omar Sy, il a déjà réagi. Après, je dis leur nom, mais peu importe, c'est pas eux précisément. Mais ceux qui d'habitude prennent parti et sont de tous les combats, pourquoi pas celui-là? Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Qu'est-ce qui les chagrine? Là, c'est pas un combat pour dire je suis pro-Netanyahou, je suis pro-Israël. On leur demande juste de dire ce que vous voulez dire. On condamne les actes terroristes, on est contre le terrorisme. Quel qu'il soit. Et ceux qui soutiennent la cause palestinienne ont une occasion rêvée. Pourquoi? Il faut absolument dissocier la cause palestinienne du Hamas. Sinon, dans un siècle, on se rappellera que c'est les Palestiniens qui ont découpé des têtes d'enfants. Alors que c'est le Hamas qui a pris en otage le peuple palestinien depuis des années. Donc vous voyez bien que soutenir la cause et être contre le terrorisme est mieux que la France indigne. Et dire oui, on combat contre le terrorisme, d'abord ça permet à l'autorité palestinienne de rebondir. Mais deuxièmement, on parle aux jeunes de quartier qui ont été complètement manipulés par les idées de la France indigne, on le sait très bien, et qui essaient d'importer ce conflit depuis des années. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est le temps justement d'en parler de la violence, pour calmer le jeu. Comme eux, ces stars-là, ont l'oreille des jeunes. Ils ont non pas le droit, mais le devoir de le faire. Parce qu'ils ont une responsabilité, ils ont l'oreille des jeunes, et en disant calmons le jeu, on est tous unis contre le terrorisme, on évitera la violence dans notre pays. Vianney l'a fait, c'est le seul qui l'a fait. Bravo à lui. Vianney, exactement, mais Vianney, il est exceptionnel. Vianney, c'est un mec exceptionnel. Et d'ailleurs, il devrait jouer au foot. Non, mais Vianney, il est exceptionnel. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec vous là-dessus. C'est vrai qu'il y a des mecs, ils sont à géométrie variable. Ils ont des sensibilités à géométrie variable. Voilà, et ils choisissent un petit peu leur cause. Mais les mecs, ils se disent, je vais dire, est-ce qu'ils ont peur de ne plus être aimés par une partie du public? Est-ce qu'ils ont peur de ne plus rentrer, de ne plus remplir les salles? Est-ce qu'ils ont peur de, s'il vous plaît, de ne plus amener des gens au cinéma? Est-ce qu'ils ont peur de ça? Est-ce que aujourd'hui, le truc qui est grave, c'est ça qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, il y a des artistes, en disant non au terrorisme, ils ont peur derrière de se faire défoncer sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Et ça, on a la vidéo de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, vous allez voir sur Enrico Macias, mais ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux pas dire que tu es contre le terrorisme. Mais c'est ça le terrorisme. Ils font peur. Donc, si on a peur même de condamner le terrorisme, ils ont déjà gagné. Il faut savoir ce qu'on veut comme société. Est-ce qu'on laisse aux terroristes le fait de nous terroriser mentalement, ou est-ce qu'on décide de résister? Et la vraie résistance, c'est la lutte contre le terrorisme. Le Hamas n'a jamais été un mouvement résistant. Arrêtez de croire les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, mais la page Wikipédia du Hamas a été modifiée. Avant, il y avait marqué mouvement terroriste. Et depuis ce matin, il y a marqué mouvement de résistance islamiste. Depuis ce matin. Vérifiez. Alors, j'ai la photo. Jean-Michel, tu voulais réagir là-dessus? Oui, parce que je trouve qu'on n'a pas 36 000 occasions d'être un homme dans sa vie. Donc, dans les moments difficiles comme ça, c'est comme ça qu'on prend position, qu'on prend des positions courageuses, même si on peut craindre des réactions d'un côté à l'autre. Parce que quand la guerre se déclare, là, pour l'instant, c'est une guerre qui est régionale, qui pourrait s'étendre. On ne sait jamais, on n'a jamais cru. Avant chaque guerre, j'avais déjà dit une fois, quelques jours avant le déclenchement de la guerre mondiale, on ne savait pas que la guerre allait arriver. Voilà, si le conflit devait, par malheur, progressivement s'étendre,
et ben à un moment, dans la ligne de front, il n'y a que deux côtés. Hein. On est d'un côté ou d'un autre. Il n'y a plus de oui, mais, etc. Non, on est d'un côté ou d'un autre. Donc à un moment, moi je suis pour que les gens, ils prennent position. Voilà, après, ça tire les foudres de l'autre partie, mais il faut savoir qui est pour qui et qui est pour qui. Donc vous condamnez les artistes qui n'ont pas réagi? En tout cas, moi j'aimerais bien qu'ils se... Non mais là, c'est vrai. Bah oui, j'aimerais bien qu'il y en ait plus qui se... Franchement, c'est pas très apaisant ce que tu dis, Jean-Mi. C'est quoi? C'est pas très apaisant ce que tu dis de dire de devoir choisir un côté ou l'autre. Enfin, il y a des personnes, premièrement, qui sont la vie. La vie, on choisit. Informées, des personnes qui ne savent pas simplement. Le terrorisme, tu sais ce que c'est quand même. Non, mais bien sûr que oui. Quand tu vas savoir qui va gagner, mais quand il dit il faut choisir un camp ou l'autre. Bah oui, pour certaines personnes, c'est pas aussi simple. Tu vas savoir qui va gagner pour choisir ton camp? Mais non, mais c'est pas ça. Non, attendez, s'il vous plaît, on parle. On est un pays, il faut arrêter de nous tout le temps nous diviser là. Il y a un moment où il faut se rassembler contre le terrorisme, mais après ce que tu dis, c'est choisir un camp ou l'autre. Non, mais là, attendez, Guillaume, les personnalités doivent-elles réagir à ce qui s'est passé? Non, parce que toutes les personnalités qui se sont positionnées, on vient de le voir avec Enrico Macias, se retrouvent dans une sauce pas possible. Moi, je me suis positionné. Alors non, vous avez réagi. Oui. Vous avez condamné le terrorisme. Évidemment qu'il faut condamner le terrorisme. Je parle de personnalités. Il y a des personnalités qui ont mis des drapeaux d'Israël ou de la Palestine, qui se sont retrouvées menacées, qui ont supprimé leur poste immédiatement. Je pense qu'on peut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de dire je n'ai pas le recul nécessaire, je n'ai pas assez d'informations pour décrypter le conflit et ne pas se positionner. Après, évidemment qu'il faut condamner l'horreur et la violence. Non, mais laissez finir les gens. Mais d'informations sur quoi? Moi, je suis désolé. Je te parle pas d'un conflit israélo-palestinien. Si, c'est ça le sujet. Israélo-palestinien. Là, je contre le terrorisme. Évidemment, contre les enfants et les femmes. Non, la question, c'est les gens qui mettent des drapeaux d'Israël et les gens qui mettent des drapeaux de la Palestine. C'est ça la question. Les victimes sont où, là, aujourd'hui? C'est pas ça la question, Guillaume. La question, c'est juste réagir à cet acte de barbarie. Kylian Mbappé dit le terrorisme, c'est horrible. Voilà, bien sûr. En quoi c'est un problème? Merci, Gilles Verdez. Moi, je pense que... Pourquoi les artistes doivent pas réagir, vous? Parce que vous avez prononcé le mot, c'est de la nitroglycérine pour les artistes extrêmement fédérateurs. Ben non, mais je vous dis pourquoi, à mon avis, ils ne réagissent pas. Je fais l'avocat du diable. Non, pas du tout. C'est des très grandes stars. C'est vrai que l'a acheté, ça. Kylian Mbappé, Omar Sy. Alors, ils vont peut-être réagir, attention. Mais en fait, ils sont tellement fédérateurs. Ils ont un public qui est d'un bord à l'autre, qu'ils ne veulent pas prendre le risque parce qu'ils estiment que pour eux, ça pourrait être ou une fin de carrière ou se priver de la perdre des followers. Non, mais je vous dis pas qu'ils ont raison. Ils vont perdre des followers dans le Hamas. J'explique ce qu'ils font. Pour les joueurs du PSG, c'est extrêmement compliqué. Oui, mais Cyril, il est fédérateur. Cyril, il est fédérateur. Moi, je l'ai regardé lundi, je suis désolé. Son discours, il n'était pas du tout... Il ne divisait personne. Donc c'est possible, en tant que voix qui porte, d'envoyer un message qui est positif. Encore une fois, Gilles, on ne leur demande pas de dire je suis pour le gouvernement d'Israël ou je suis pro-israélien, etc. On ne leur demande pas ça. On leur dit juste, vous dites que je condamne le terrorisme. C'est tout. Si vous avez raison, pourquoi ne le font-ils pas? Si vous avez raison, pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Il a raison. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, il faut le dire. Vous avez dit nitroglycérine. Ils ont peur. Je vais aller plus loin que vous. Ils ont peur de défendre des victimes juives, israéliennes. Je vais vous expliquer pourquoi. L'affaire Sarah Halimi. Bien sûr. Que des juifs. J'ai organisé avec Jonathan Béard la réunion au Trocadéro. Que des juifs. À 95%. Ilan Halimi, que des juifs. Ozar Torah, trouvez-moi les photos de manifestations en France, alors que c'est peut-être une des actions les plus épouvantables qu'on ait jamais eues sur le sol français. Dès qu'il s'agit de victimes juives ou alors israélienne, c'est pire encore. Parce que quand on dit Israël, ça veut dire sur les personnalités. Ça veut dire qu'il y a un traitement différent des victimes. C'est ça la honte. L'humanité, c'est toutes les victimes sont traitées de la même façon. Restons sur les personnalités. Delphine. Est-ce qu'on peut pas se dire que toutes les personnalités qui ne réagissent pas là-dessus, on va pas tous dire qu'elles sont pour le terrorisme. Justement, bien sûr, chaque être humain est contre le terrorisme. C'est une vérité générale. Donc en fait, il n'y a pas à le dire. À part les monstres, personne n'est pour le terrorisme. Et Mélenchon alors? Je vous ai dit que c'est un monstre. Alors justement, vous dire par les monstres. En revanche, pour l'autre sujet, les gens ne s'expriment pas quand ils ne savent pas, et je trouve que c'est de l'intelligence de ne pas le faire par rapport à ça. Non, c'est tout le contraire. C'est une vérité. Écoute, là tu dis, excuse-moi, tu dis ne rien dire, tu cautionnes d'une certaine façon. Personne n'est pour le terrorisme. Mais attends, aujourd'hui on fait un débat et tout le monde s'interroge. Mais non, mais personne n'est pour les tremblements de terre aussi. Tout le monde s'interroge sur la question de savoir. Exactement. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bon. Personne n'est pour les tremblements de terre aussi. Et il y en a plein qui ont fait des tweets sur le tremblement de terre au Maroc, et c'est normal. C'est normal de l'avoir fait. Mais non, chaque être humain et chaque Français, ça n'a rien à voir. Attends, les Français, on a été touchés au cœur par le terrorisme. On va pas trouver un seul Français.
excuse-moi, à côté de la plaque. On ne va pas trouver un seul Français qui est pour le terrorisme. Ça n'a rien à voir. On a même pas la France indigne, elle est pleure. Pourquoi ils réagissent sur le Bataclan? Mais là, c'est n'importe quoi, Delphine, excuse-moi. J'espère que c'est pas par Là, t'es dans le monde de oui-oui. Ils ne savent pas par rapport au... Ah, mais t'es dans le monde de oui-oui, là, Delphine, excuse-moi. Tout le monde est contre le terrorisme, donc on fait rien. Non, mais donc c'est bon, tout le monde le savent, tout le monde le sait. Donc il vaut mieux ne rien dire, comme ça, il y a un fait horrible de terrorisme, et donc du coup, c'est bien par omission de ne rien dire, ça veut dire qu'on cautionne. Tu peux pas dire ça. Ce sont des gens qui parlent aux banlieues. Demande à un petit gamin s'il rêve pas devant Kylian Mbappé. Je veux dire, non, ces gens-là ont un devoir. Ils ont un devoir d'exemplarité. On leur demande pas du tout de faire de politique. Exactement. Surtout pas. Moi, un conseil en communication sur un événement comme ça, je leur dis, tu réagis dans les 24 heures, tu as besoin de faire 2 mots. Il y a des community managers qui savent faire ça très bien. Je suis pour la paix, c'est horrible, je sais pas, des phrases très non au terrorisme. Et juste pour dire un truc, parce que je me suis pas exprimé tout à l'heure sur la question de Mélenchon et de la France Insoumise, c'est quand même un parti, Cyril, qui nous a aussi dit qu'il n'était pas tout à fait Charlie. Donc on ne peut pas mettre les choses l'une en face des autres. On ne peut pas créer une polémique autour de Enrico Macias, qui est le seul artiste. Alors, je ne parle pas des hommes de télévision comme toi, puisque tu l'as fait dès lundi matin, mais c'est le seul artiste à avoir eu le courage, cet homme de paix, de dire « Mais enfin, mais c'est pas possible, je suis pour la paix ». Et aujourd'hui, on crée, c'est une aubaine formidable pour la France Insoumise, de pouvoir ouvrir une nouvelle séance de communication qui consiste à dire « Voilà notre totem, nous sommes victimes ». C'est un scandale. Je suis choqué parce que j'aime Karim. Et je le connais depuis plus de 20 ans. On a fait des dizaines de plateaux ensemble. Et c'est vrai que j'ai eu un problème hier quand j'ai écouté Karim, mon ami, parce qu'en fait, je ne t'ai pas reconnu. Et je me suis dit, mais où est le Karim que j'aime? Où est le Karim avec sa compassion pour toutes les causes? Où est le Karim avec son intelligence, sa sensibilité et sa grande gueule pour dénoncer justement toute forme de terrorisme, de fascisme, etc. Où est aussi le Karim avec son humanité immense, qui est passé à côté de la dénonciation de l'acte terroriste? Où est le Karim qui va s'intéresser au sort des victimes, quelles qu'elles soient? Et là, je me suis dit, finalement, où es-tu, mon ami? Ce Karim, que tu connais depuis 20 ans, qui n'a pas changé et qui ne changera pas, parce qu'il a des convictions chevillées au corps, il a déclaré en Algérie, dans la presse algérienne, mais ce n'est pas le passage qu'on a préféré passer, je voudrais tout d'abord dire ma peine concernant la perte des populations civiles palestiniennes et israéliennes. Lorsqu'un enfant, une femme ou une personne âgée meurt suite à des actes de violence et de barbarie, c'est une émotion intense que je ne peux m'empêcher de ressentir, et ce, sans distinction d'origine, de nationalité ou d'appartenance religieuse s'agissant des victimes. Notre monde se déshumanise complètement avec l'assentiment de la classe politique à l'échelle planétaire, et c'est très inquiétant. On a parfois l'impression d'être dans une compétition de l'horreur, alors que le drame et la douleur touchent des populations civiles. Je ne mélange pas les actes de barbarie, écoute ça, c'est très important, sur des femmes et des hommes, des actes de barbarie sur des femmes et des hommes, à la cause légitime du peuple palestinien qui est humilié et qui souffre depuis 75 ans. Alors mon ami, l'ami que tu as depuis 20 ans, il dit ça et il dit la suite. Mais l'ami que tu as depuis 20 ans, il est triplement scandalisé aujourd'hui par la manière dont on appréhende ce qui se passe en Israël, en Palestine. J'ai vu, j'ai entendu. D'abord, le premier scandale, de mon point de vue, c'est de ne pas condamner clairement la barbarie qui a touché des civils israéliens. Vous pensez quoi? Tu ne l'as pas fait, hein, Karim. Tu ne l'as pas fait, Karim. Excuse-moi, je suis désolé. Qu'est-ce que je viens de dire là? Mais là, tu vas le relire. Et je crois que tout le monde a entendu. Tu ne le dis. Non, excuse-moi. Karim, comme tu es mon ami, je peux aussi te dire, tu n'as pas clairement dit dès le début, tu n'as pas d'abord vie. Il n'y a pas d'ordre de victimes palestiniennes et israéliennes. Tu aurais pu le faire dans l'autre sens. Je ne t'ai pas entendu une fois parler. Je ne l'ai pas entendu une fois dire, je condamne l'attentat du Hamas sur la population israélienne. Vrai ou pas? Non, juste. Franck, mais d'abord, tu n'es ni un juge ni un procureur. Mais non, je ne suis pas là dans un tribunal. Non, je te dis mon ami. Je te dis mon ami. Mais moi aussi. Mais pourquoi tu t'énerves? Si tu veux qu'on discute et qu'on débatte, laisse-moi m'exprimer. Ne t'énerve pas, mais comme je suis ton ami, on s'écoute d'habitude quand on était côte à côte au GG. On s'écoutait, là tu m'écoutes pas. Pour s'écouter, il faut être deux. Vas-y. Comme pour faire la paix, comme pour faire la guerre. Tu insinues des choses me concernant. Je viens de te lire un passage. C'est écrit. Tu sais, on dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Tu ne le dis pas. C'est écrit, c'est à ta disposition. Tu condamnes pas l'acte terroriste?
Tu n'as pas dit que le Hamas était un mouvement terroriste. Il faut dire de plus. Mais il faut dire que tu condamnes de façon absolument absolue. Je peux terminer mon propos. Est-ce que le Hamas... Posez-lui la question comme ça. Est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste? S'il vous plaît. Laissez-le parler, laissez parler. S'il vous plaît, c'est trop facile, c'est trop simple, l'instrumentalisation, l'interprétation, la déformation. C'est le drame de ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés. C'est quoi les 3 choses qui Quelqu'un s'exprime et on déforme, on interprète et on veut lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Moi, je suis très clair, que ce soit sur CNews, sur une radio algérienne et sur un journal. Le même. Hier soir, j'étais sur CNews, le même. Et je vais te dire ce qui me scandalise triplement. D'abord, c'est qu'il n'y ait pas eu de dénonciation, de condamnation des actes commis à l'encontre des civils israéliens. Cette barbarie, tout le monde ne l'a pas condamnée. J'ai été choqué. J'ai été choqué que la riposte disproportionnée, qui voit aujourd'hui des milliers de morts, 260 000 Palestiniens déplacés de Gaza, n'ait pas, par d'autres personnes, été condamnée de la même manière. En fait, j'ai l'impression qu'il faut choisir son camp. Je suis désolé, mais on peut avoir une cause, une sensibilité, mais penser qu'un enfant qui meurt, qu'il soit palestinien ou israélien, la peine est la même. La souffrance est la même. Est-il possible aujourd'hui d'avoir un débat serein sans jeter des anathèmes aux uns et aux autres, en jetant l'opprobre et le doute? Il y a des ennemis de la paix. C'est à cela qu'il faut aujourd'hui s'adresser de part et d'autre. Ne te trompe pas de cible. Tu es en train de faire une erreur parce que tu épies chaque mot et tu lèves ceux qui ne te conviennent pas pour ne pas retenir ce qui pourrait te convenir. Je t'ai demandé de lire. Alors, je peux continuer. Que tu n'as pas dit. Tu vas t'exprimer. Cyril, moi, on m'a promis, on m'a dit tu pourras dire. J'ai compliqué ce que tu penses. Le deuxième scandale. Non, c'est le troisième. Non, le deuxième. Parce que le premier, c'est de. Ah là, c'était que le premier. Le premier, c'est de ne pas mettre un mort palestinien au même niveau qu'un mort israélien. C'est pas rigolo parce que c'est grave de ne pas le faire. Parce que là, on est en train de parler de pertes de civils et de souffrances de part et d'autre. Le deuxième scandale, c'est de balayer d'un revers de main les causes qui nous amènent à cette situation. Ça fait 56 ans qu'un accord... On y vient. Merci, Karim. Alors, attends, parce que Karim... Non, mais Karim, merci, mais c'est extraordinaire. On m'avait pas dit que tu me couperais tout à l'heure. 20 secondes, j'ai parlé 20 secondes. Qu'est-ce qui peut justifier l'injustifiable? Rien. Rien ne peut justifier le Bataclan. Rien ne justifie ce qui s'est passé samedi. Désolé, Karim. Mais tu vois bien que ton discours est une honte. Ton discours est un discours... est un discours complètement... Et il déforme les propos qui sont les miens. Ça ne déforme pas, il n'y a pas de propos. Quand les gens vont écouter ce que tu as dit à Radio Alger, c'est honteux. Tu n'as rien dit. Cette malhonnêteté. Attention, c'est enregistré, c'est en direct. C'est en direct. Les gens sur Radio Alger, tu dis rien. Regarde-moi, ni Hamas, on est en direct. Ni Hamas, ni victime, ni terroriste, tu parles de rien. Radio Alger, je vous encourage à l'écouter. S'il y a un propos qui est à côté, vous avez une question à lui poser, allez-y. Jamais. Dernière question. Est-ce qu'il y a une responsabilité politique de l'État d'Israël à la situation aujourd'hui du peuple palestinien qui n'a pas d'État? Je te rappelle... Non, je te pose une question. Je te dis, je vais te répondre. Tergiverse pas. Moi, tu m'as déjà vu tergiverser? Oui. Tu fais que ça. Tu m'as déjà vu tergiverser? Allez-y, répondez. Qui gère la bande de Gaza depuis 2005? Question. Le Gaza. Le Hamas, pardon. À Gaza, qui est parti d'ailleurs de façon unilatérale du jour au lendemain à Ariel Sharon en disant maintenant, vous gérez ça. Donc on est d'accord. Responsabilité. Je te pose une question. On prend les faits. On prend les faits. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi je suis rien. Je suis. Écoute-moi bien. Il y a une responsabilité politique. Il y a automatiquement une responsabilité politique. On l'a dit hier. Je le dis tout le temps. Pourquoi? Parce que le Hamas est une création de Netanyahou. Mais tu te rends compte ce que tu dis? Non mais je te parle. Tu as pas honte? Des Israéliens qui le disent, des diplomates. Mais tu n'as pas honte. Je ne relais que les paroles de ceux qui de l'intérieur ont expliqué sa stratégie. Est-ce que c'est une stratégie à laquelle tu crois ou pas? Écoute, non seulement j'ai honte pour toi, mais est-ce que c'est une stratégie à laquelle tu crois? Ça correspond à un chef du Hamas hier qui expliquait qu'il n'y avait pas de victimes civiles et que donc évidemment que quand il découpait en morceaux, qu'il tuait les habitants, il les considérait comme des combattants sionistes. De Netanyahou n'a rien à voir dans la situation. Mais écoute-moi, mais tu n'écoutes pas. Rien. Tu fais comme si on faisait un décompte comme aux échecs, tu serais à 100% du temps. Laisse-moi un petit peu. Il reste une minute. Netanyahou, etc. T'en fais pas, il n'y a pas besoin de moi ni de personne pour le critiquer. En Israël, tous les jours. Et toi, tu n'y es pas. Toi, tu n'y es pas alors que moi, j'y suis. Tous les jours. Laisse-moi finir. Je fais la distinction entre des Israéliens ce soir, et le gouvernement. Cyril, on ne peut pas parler. Tous les jours, on le critique du matin au soir. On n'a pas besoin de personne pour critiquer la politique israélienne. Elle est critiquée en Israël plus que n'importe où ailleurs. Parce qu'au moins, ils connaissent ce pays.